Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Marc Ferracci. Bonjour. Vous êtes le ministre délégué à l'industrie, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. L'industrie qui souffre avec des fermetures d'usines, des plans sociaux, des grèves et une colère légitime qui monte, paradoxale, lorsque le président de la République appelle sans cesse à la réindustrialisation. La France est-elle encore compétitive? Doit-elle avancer seule ou dans l'Europe? Demain commence d'ailleurs la grande semaine de l'industrie. Qu'allez-vous annoncer, proposer dans ce climat tendu? Et aussi avec les agriculteurs. Nous parlerons également de l'insécurité et de l'antisémitisme avec l'hymne israélien sifflé jeudi soir au Stade de France pourtant archi-sécurisé. Et de Donald Trump, craignez-vous une Amérique qui se referme avec des droits de douane exorbitants par exemple? Toutes ces questions, je les aborde avec vous ce matin, entouré de Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et de Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mais d'abord, Marc Ferracci, je voudrais votre commentaire sur ce qui s'est passé cette semaine au procès des assistants parlementaires du RN. Le parquet requiert une condamnation, une inéligibilité avec des peines exécutoires. Est-ce qu'on est en train d'assister au procès politique de Marine Le Pen? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On est au début d'une procédure, puisque vous l'avez dit, ce sont des réquisitions du procureur. Il y aura ensuite les plaidoiries de la défense, et puis il y aura surtout un jugement. Donc, il faut déjà attendre. Mais je voudrais quand même rappeler deux principes ici. C'est que, d'une part, ce qui sera décidé par les juges le sera sur la base de faits et sur la base d'une démarche qui est une démarche indépendante. Si on commence à remettre en question l'indépendance de la justice, si on commence à remettre en question le principe même de la séparation des pouvoirs, moi je suis ministre, il ne m'appartient pas de commenter ou d'interférer dans une procédure de justice. Si on commence à remettre en cause cela... Qui remet en cause cela? Marine Le Pen elle-même? Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'offusquent de ce que l'on appellerait un gouvernement des juges. Moi je pense que le gouvernement c'est l'exécutif et les juges, on parle d'ailleurs d'autorité judiciaire, eh bien, doivent rester indépendants. Maintenant, c'est extrêmement rare de demander des peines exécutoires. C'est pas une histoire d'offuscation, c'est juste qu'on constate que c'est extrêmement rare de demander des peines exécutoires. Mais si Marine Le Pen fait appel, la peine ne serait pas suspensive. C'est la raison pour laquelle il faut distinguer les réquisitions et le jugement. Et nous verrons bien ce que donnera le jugement. Et le deuxième point sur lequel je voudrais quand même insister, c'est que ces questions de peine d'inéligibilité automatique, eh bien, elles ont été mises dans la loi. Elles ont été mises dans la loi par des parlementaires qui ont voté la loi. Et je comprends tout à fait, pour ma part, qu'il y ait débat sur le principe de ces peines. Certains pays ont des peines de cette nature, d'autres n'en ont pas. Certains pays ont fait des choix différents du point de vue de leur législation. Et il est tout à fait légitime qu'on puisse avoir un débat politique. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Y compris au niveau parlementaire. Moi, aujourd'hui... Très sincèrement, je ne me suis pas forgé une opinion sur la nécessité des peines d'inéligibilité automatique. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut remettre en cause ce principe, eh bien, il y a une modalité assez simple qui est de changer la loi, de déposer une proposition de loi ou de déposer un projet de loi en ce sens. Donc, il faut conserver des principes en tête, l'indépendance de la justice et le fait que la justice, elle applique une loi qui a été votée par les parlementaires. Si on veut remettre en question cette loi, eh bien, tout le monde est tout à fait légitime à le faire. La ligne de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, qui fait partie de votre famille politique, lui, il dit que ça serait profondément choquant que Marine Le Pen soit déclarée inéligible. Est-ce qu'il a tort? Moi, ce que je trouverais choquant, pour tout vous dire, c'est que des hommes ou des femmes politiques, et là je ne parle pas de Marine Le Pen particulièrement, je parle de toute personnalité politique, soient traités différemment du reste des citoyens au regard de la loi. À partir du moment où la loi prévoit quelque chose, elle doit s'appliquer. C'est un principe assez simple, mais on a parfois tendance à l'oublier. Une fois que la loi est votée, eh bien, en particulier la loi pénale, elle doit s'appliquer. Et encore une fois, je ne remets pas en question l'opportunité de débattre sur ce sujet. Moi, je me forgerai une opinion une fois que j'aurai eu les arguments des pénalistes, les arguments des hommes politiques de droite et de gauche, les arguments de celles et ceux qui sont concernés par cette législation. Mais encore une fois, il me semble qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, nous avons une procédure qui n'est pas terminée. Et vous l'avez dit, il y a effectivement des réquisitions qui sont très sévères, mais qui peut-être ne se traduiront pas par un jugement aussi sévère. Donc attendons et ayons ce débat autour de l'inéligibilité, mais dans le bon cadre. Mathieu Bocoté. Cela dit, lorsque certains s'en inquiètent, par exemple M. Schuttel, dans les
pages du Figaro, qu'il dit fondamentalement, ce serait une forme de vous parler de pouvoir séparé, mais un pouvoir interviendrait, une interférence d'un pouvoir dans un autre pour évacuer une candidate qui était confirmée démocratiquement par le vote des Français d'une élection à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'intervention du judiciaire dans le politique pour frapper d'interdit aux candidats? Vous savez, dans une procédure judiciaire, il y a des faits. Il y a une interprétation des faits qui est celle du juge dans le cadre d'une procédure. La procédure, c'est ce qui, au fond, nous garantit bien contre les interventions, qui nous garantit contre l'arbitraire. L'arbitraire qui peut être celui du juge. Ce qui nous protège, c'est cette procédure pénale. Ce qui nous protège, c'est le fait qu'il y ait du contradictoire. Et comme je le disais, les avocats de Marine Le Pen vont opérer des plaidoiries, vont mobiliser tous les arguments en faveur de leur cliente et dès demain. Et pour moi, c'est encore une fois ce cadre-là qui nous protège contre ce que vous évoquez. C'est le cadre d'une procédure pénale qui a été élaborée année après année, décennie après décennie, et qui est aujourd'hui un cadre solide. Donc moi, je fais confiance à cette procédure, je fais confiance à la justice parce qu'il y a ces procédures-là. Il n'y a pas arbitraire dans le fait de demander qu'elle soit évacuée de la vie politique, tout simplement, qu'elle ne puisse pas, que l'appel ne permette pas de reporter... Mais ça, vous parlez d'arbitraire. Moi, je ne connais pas le détail du dossier. Je ne sais pas quels sont les éléments factuels qui ont été pris en compte par le procureur pour opérer ces réquisitions. Donc, je ne vais pas me prononcer. Et puis, je n'ai absolument pas vocation à me prononcer sur une procédure judiciaire. Mais j'insiste encore une fois sur le fait que cette notion d'arbitraire, je lui mets en face d'elle le cadre de la procédure et les garde-fous démocratiques et institutionnels que permet la procédure pénale, parce que c'est ça qui nous protège collectivement de l'arbitraire. Moi-même, je ne souhaiterais pas être soumis à l'arbitraire de quelque pouvoir que ce soit. Mais justement parce que nous avons des règles, justement parce que nous avons des procédures pénales qui encadrent ce pouvoir de décision, je pense que nous pouvons garder confiance en notre justice. Judiciaire, ça n'empêche pas 65% des Français, 2/3 des Français, Marc Ferracci, de considérer que la justice n'est pas impartiale. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Écoutez, ça veut dire qu'il faut continuer. Que vous êtes dans le tiers restant. Il faut continuer. Oui, moi je suis dans le tiers restant. Je pense que la justice, même s'il peut y avoir de temps à autre, comme dans toute institution, des exceptions, mais je pense que dans l'immense majorité des cas, les magistrats sont des gens qui servent l'intérêt général, qui font leur travail en toute impartialité, et remettre en question encore une fois cette impartialité, je pense que c'est dangereux. Autre question d'actualité, Marc Ferracci, le match France-Israël de jeudi soir s'est déroulé plutôt dans le calme, dans un stade de France archi protégé. Ça n'a pas empêché un petit groupe de personnes de siffler l'hymne israélien. Comment est-ce que vous avez réagi ? Écoutez, avec des regrets. Malheureusement, c'est des événements qui donnent souvent lieu à des manifestations. Le football a une dimension politique, le sport a une dimension politique, et dans le contexte actuel que vous connaissez, celui d'un conflit qui se déroule au Proche-Orient. Vous pensez que vous allez me parler de l'antisémitisme grimpant dans notre pays ? Bien sûr, mais je peux vous en parler. Vous savez, moi, je me suis battu en tant que parlementaire, et je me suis battu même toute ma vie contre le racisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, nos compatriotes de confession juive représentent à peu près 1% de la population française et subissent plus de 50% des agressions à caractère raciste et antisémite. Donc, le constat, il est très clair. L'antisémitisme progresse dans notre société. Il progresse en France, il progresse en Europe. On l'a vu à Amsterdam avec ces images complètement glaçantes qui s'apparentent à une véritable chasse aux juifs. Moi, j'utilise le terme. Donc, je ne ferme pas les yeux sur ce constat. Et encore une fois... Comment vous l'expliquez, cette montée de l'antisémitisme ? Écoutez, il y a énormément d'explications à mobiliser. Je pense qu'il y a évidemment un contexte. Le fait que les images de Gaza soient sur tous nos écrans, le fait que certaines forces politiques aussi instrumentalisent ce conflit, il faut bien le dire, la France insoumise, par exemple, tout ça, pardonnez-moi, je termine, tout ça participe effectivement à la montée de l'antisémitisme. Maintenant, donc les images de Gaza alimentent l'antisémitisme. Non. Pardonnez-moi, c'est l'utilisation qui en est faite par un certain nombre de forces politiques. Je vais essayer de garder la cohérence de mes propos. Donc, pour répondre à votre question, oui, j'ai été, comme malheureusement souvent,
eh bien interpellé par le fait que les gens sifflent un hymne. Moi, je vais souvent voir des matchs de foot ou de rugby dans les stades, et je suis toujours, même quand on siffle l'adversaire, je suis toujours dans le regret Vous par aurez rapport à ça. remarqué, Marc Ferracci, que plusieurs observateurs font remarquer que le président se rattrape sur l'antisémitisme après avoir manqué le rendez-vous de la Grande Marche qui était il y a un an, la Grande Marche contre l'antisémitisme à laquelle il n'a pas participé, mais aussi ces derniers échanges interposés avec Benyamin Netanyahou. Vous qui êtes proche du président, que pense-t-il vraiment sur ce sujet de l'antisémitisme ? Mais il a une approche qui est constante sur ce sujet. Il est le gardien de la cohésion nationale et il a à la fois une grande lucidité sur ce qui se passe, une grande lucidité sur le fait, comme je vous le disais, que nous sommes confrontés à un problème d'antisémitisme qui croît dans notre société, qui croît à l'intérieur de notre collectivité nationale. Et ici, les réponses, il les a déjà formulées à maintes et maintes reprises. C'est l'éducation, c'est l'autorité, c'est la fermeté, c'est-à-dire une réponse absolument ferme et directe et puissante contre tous les actes d'antisémitisme. Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, est l'invité du Grand Rendez-vous. Dans un instant, on parle des grèves et des conflits sociaux. Pardonnez-moi, à tout de suite. Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, est l'invité de CNews et d'Europe 1 ce matin dans le Grand Rendez-vous avec les Échos. Marc Ferracci, à un moment où les Français qui travaillent dur et qui voudraient un moment de répit pour les fêtes de Noël, qui depuis des semaines ont pris leur billet de train pour aller voir leur famille, leurs amis. Préavis de grève, menace d'annulation des trains. Un sondage CSA pour Europe 1 et CNews dit que 62% des Français estiment qu'il faut interdire la grève dans les transports au moment de Noël. Alors cette fois-ci, est-ce que vous êtes dans les 2 tiers ou dans le tiers restant ? Ce que je veux dire, c'est que les Français ont le droit de fêter Noël en famille et qu'il faut tout faire pour que cette grève ne dure pas. Il y a un préavis pour le 21 novembre, je crois. Il faut que cette grève ne dure pas afin que la possibilité de se déplacer sur notre territoire à Noël soit préservée. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que on a aujourd'hui un cadre qui est celui du dialogue entre la direction de la SNCF et les syndicats. Je pense qu'il faut laisser ce dialogue se dérouler. Moi, je suis plutôt confiant, je vais vous le dire, sur le fait que les négociations atterrissent. Je pense que notre capacité est celle du président de la SNCF, Monsieur Farandou, a trouvé un point d'atterrissage. Monsieur Farandou, un point d'atterrissage. Mettez-vous du côté des Français. Mais je pense qu'il a raison. Il y a une forme de responsabilité à avoir. Je pense qu'à la fin, les syndicats de cheminots seront responsables par rapport à tout cela. Mais c'est pas du chantage du côté comme tous les ans, les syndicats de cheminots qui annoncent un préavis de grève avant les fêtes ça pour arrive. obtenir des augmentations de salaire. Ça arrive assez souvent. En l'occurrence, c'est principalement le sujet de l'évolution du fret SNCF, de la manière dont ce fret va évoluer d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue commercial et économique, qui motive la grève. Mais derrière, il y a des inquiétudes. Moi, je pense que les inquiétudes peuvent être levées. On ne va pas forcément rentrer dans le détail technique du dossier, mais il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent, à mon avis, de trouver un point d'atterrissage à cette négociation. Mais justement, sur le plan politique, est-ce qu'il n'y a pas un abus du droit de grève quand le droit de grève est plus important que tous les autres? C'est-à-dire le droit d'avoir une existence tranquille, le droit de se déplacer, le droit de ne pas être pris en otage par un syndicat militant. Est-ce que le droit de grève n'est pas en train d'écraser les autres droits des Français? Non, le droit de grève, il est un principe extrêmement important, extrêmement structurant dans notre état de droit. C'est un principe qui est reconnu, y compris à un niveau constitutionnel. Donc il faut le préserver, il ne s'agit pas de le remettre en question, mais il faut trouver les voies de passage. Là où, effectivement, le sujet de la SNCF remonte fréquemment, c'est que un certain nombre d'activités économiques sont plus bloquantes que d'autres pour la vie collective. C'est le cas, évidemment, des trains, c'est le cas des transports, c'est le cas, par exemple, de l'énergie. Et donc, ça donne, effectivement, un pouvoir pour négocier à celles et ceux qui en disposent, qui est plus fort. On n'a jamais réussi à mettre en place ce service minimum dans les transports. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Mais pour tout un tas de raisons. Moi, je ne suis pas ministre des Transports, mais vous avez des questions opérationnelles, vous avez des questions juridiques, vous avez des questions de réquisition. Aujourd'hui, il y a des possibilités de faire réquisition auprès des personnels des personnels qui font grève. Mais à un moment, il faut savoir
utiliser ces outils qui sont des outils puissants parce qu'ils remettent en question un droit qui est protégé par la Constitution. Donc il faut les utiliser au bon moment. Moi, je préfère, dans un premier temps, faire en sorte que la négociation aboutisse, et c'est ce qui, à mon avis, va se passer. Bloqué pendant 3-4 jours. Non, Ils puissent pas rejoindre leur famille. Non, justement. L'enjeu, c'est que pour les fêtes de Noël, je vous vois pousser l'argument, mais l'enjeu, c'est que pour les fêtes de Noël, qui sont un moment extrêmement important, c'est un moment de retrouvailles en famille, c'est un moment que les Français doivent voir préservé. Eh bien, l'enjeu, c'est que pour ce moment-là, eh bien, les trains circulent. Mais vous parlez d'un droit qui est protégé par la Constitution, c'est très vrai, mais ce n'est pas le seul. Et est-ce qu'on n'est pas dans une situation où il y a une forme d'abus d'un droit qui, je me permets d'y revenir, ça me semble important, qui écrase les autres? Il y a plus d'un droit qui est protégé par la Constitution. Quand un groupe de syndicats assez militants, assez radicaux, assez politisés, se permet de prendre en otage le transport dans un pays, est-ce qu'on n'est pas devant un dérèglement du droit de grève à tout le moins? Mais vous savez, si vous voulez faire en sorte qu'un droit prévale sur l'autre, si vous voulez faire en sorte que d'autres équilibres soient trouvés entre le droit de grève et la liberté de circulation, par exemple, eh bien, là aussi, on revient sur le sujet que nous avions précédemment, il faut faire évoluer le droit, il faut faire évoluer la loi. Moi, je suis jamais hostile à ce qu'il y ait un débat démocratique sur ces sujets-là. Mais le débat, il doit se situer au bon niveau. Nous l'avons sur un plateau de télévision. Il faut qu'il ait lieu, le cas échéant, au Parlement. Et il faut se donner les moyens, le cas échéant, de faire évoluer notre droit. Stéphane Dupont. Oui, il y a un autre mouvement social qui est en train de monter en France, c'est la grève, pas la grève, mais le mouvement des agriculteurs là, qui entame un certain nombre d'actions. Ce qui cristallise un petit peu leur crainte en ce moment, c'est l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qui va probablement être conclu d'ici à la fin de l'année. Un accord à laquelle la France s'oppose, mais la France est très isolée. Comment expliquez-vous que la France, sur ce dossier en Europe, soit aussi isolée? Et est-ce que cet accord est un mauvais accord? Alors, d'abord, dire que, de notre point de vue, du point de vue du gouvernement, du point de vue du Premier ministre, qui a exprimé ça de manière extrêmement clairement, l'agriculture n'est pas une variable d'ajustement. Et en l'état, ça a été dit par Michel Barnier, cet accord, il est inacceptable. Il est inacceptable pourquoi? Il est inacceptable parce que il ne comporte pas suffisamment de clauses qui permettent la réciprocité. La réciprocité, ça veut dire appliquer aux marchandises qui rentrent sur notre territoire et sur le territoire européen en l'occurrence, les mêmes contraintes en termes de normes sanitaires, les mêmes contraintes en termes de normes environnementales, notamment le fait de respecter les accords de Paris qui prévoient des limitations d'émissions de CO2. Cet accord, aujourd'hui, nous jugeons qu'il ne... Vous qui dites ça, il n'y a que la France. Il n'offre... Non, pas tout à fait. Je pense qu'il y a d'autres pays européens qui peuvent être sur une ligne un petit peu similaire. Mais ce que je veux dire, c'est que le commerce international, par principe, nous n'y sommes pas opposés. Mais il faut qu'il soit juste. Il faut que nos agriculteurs et aussi nos industriels, nous allons en reparler, jouent à armes égales. Vous, Marc Ferracci, vous êtes le ministre de l'Industrie et cet accord, a priori, il est très bon pour l'industrie française qui va pouvoir exporter beaucoup plus dans ces pays. Oui, je suis le ministre de l'Industrie et j'aurai l'occasion de vous dire ce que je pense en termes commercial pour notre industrie, mais on doit aussi avoir une approche globale. Quand on négocie... Le ministre de l'Industrie, pardon, on aimerait bien entendre ce que vous avez à dire au terme de l'industrie. Quand on négocie, on doit prendre en compte l'intégralité des filières, l'intégralité des impacts, les impacts sur l'agriculture, les impacts sur l'industrie, les impacts sur toutes nos filières économiques. Et s'agissant de nos agriculteurs, eh bien, je dois le dire, cet accord n'est pas un accord équilibré, ça n'est pas un accord juste. Il n'y a pas suffisamment de mécanismes qui permettent de contrôler ce qu'on appelle les mesures miroirs, c'est-à-dire ces mesures qui permettent d'assurer qu'il y a de la réciprocité dans ce que font les agriculteurs argentins, brésiliens et ce que font les agriculteurs français. Et donc, cet accord doit évoluer. Mais c'est la position française, elle est constante, elle ne change pas. Mais que je comprenne bien, à vous entendre, globalement, l'accord serait favorable à l'industrie, défavorable à l'agriculture. Dès lors, il faut trouver un nouvel arbitrage. Non, il faut trouver un équilibre qui permette de faire respecter ce principe simple pour tous les secteurs, que ce soit l'industrie ou l'agriculture, qui est la réciprocité. C'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour l'agriculture, et aujourd'hui sur le volet agricole, même si je ne suis pas, vous me le dites, ministre de l'Agriculture, sur le volet agricole, eh bien, cette réciprocité, elle ne bénéficie pas des meilleures garanties, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les agriculteurs sont en colère contre cet accord. Les agriculteurs... Vous comprenez leur colère ? Je comprends leur colère, et je comprends qu'on a besoin de faire évoluer le texte de cet accord. Globalement, est-ce que c'est pas tous les accords de libre-échange qui aujourd'hui sont contestés de manière politique? L'accord avec le Canada qui a été signé quelques années est contesté, y compris par des LR qui sont au gouvernement avec vous.
Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de faire marche arrière sur ces accords de libre-échange? Est-ce que c'est souhaitable? Non, je pense que ça n'est pas souhaitable parce que si on s'engage dans une forme de guerre commerciale ou si on remet en question beaucoup d'accords de libre-échange, on va très vite voir que les produits que nous importons et que les Français consomment vont coûter plus cher. On verra très vite que des emplois disparaissent. Vous savez, il y a 4 millions d'emplois dans notre pays qui dépendent de nos exportations. Donc quand on commence à fermer les frontières et à mettre des barrières commerciales de manière complètement déséquilibrée, eh bien, à un moment ou à un autre, ça a des conséquences. Ce sont les représailles commerciales et ça nous coûte des emplois, ça nous coûte aussi des produits plus chers. Donc il faut trouver les bons équilibres. Et le bon équilibre, il est dans cette notion de réciprocité. On doit être plus exigeant aujourd'hui sur les questions de respect de l'environnement, sur les questions de respect des contraintes sanitaires en matière d'agriculture. Et pour ça, il faut des clauses qui soient appliquées de manière réciproque et équilibrée. Est-ce qu'on a suffisamment choyé les agriculteurs qui ont montré leur colère, qui en amont du dernier salon de l'agriculture sont montés à Paris avec les moissonneuses batteuses, avec leurs tracteurs, avec tous les engins qu'ils trouvaient sous la main? Aujourd'hui, quand Madame Le Floch de la coordination rurale qui dit on attendait que le gouvernement nous protège, qu'ils mettent sous cloche, par exemple, nos taxes foncières, qui n'arrêtent pas d'augmenter les impôts. Est-ce qu'on aurait pu faire plus d'efforts pour les agriculteurs? Le sujet, ce n'est pas de choyer les gens, c'est de trouver des solutions à leurs problèmes. Parmi les problèmes que les agriculteurs ont remontés et remontent toujours, il y a le sujet de la complexité administrative, il y a le sujet de la simplification des procédures, la simplification dans l'obtention des aides en particulier. C'est un sujet majeur et c'est un sujet sur lequel des engagements ont été pris. Certains ont déjà été mis en œuvre et d'autres vont arriver. Vous savez que nous avons un projet de loi qui a été examiné, a commencé d'être examiné cette année et qui va reprendre en janvier. C'est un projet de loi d'orientation pour le monde agricole qui vise à résoudre un certain nombre de ces problèmes de complexité, qui vise à apporter des solutions aux agriculteurs. Et je pense que dans les prochaines semaines, eh bien, ces réponses seront sur la table. Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Dans un instant, on parlera des plans sociaux. Et il est concerné, évidemment, le ministre de l'Industrie. À tout de suite. Retour sur le plateau du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos avec le ministre de l'Industrie Marc Ferracci. Vous avez dit vous-même en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ce mardi que nous devions nous attendre à de nouvelles fermetures de sites industriels. Michelin, 1254 emplois, Auchan, 2389 emplois. Alors, ces nouvelles fermetures, combien et quand ? D'abord, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut regarder la situation de notre pays, la situation de l'industrie de manière lucide et constater deux choses au fond. D'abord qu'il y a des difficultés dans un certain nombre de filières. C'est l'automobile, c'est la chimie, c'est la sidérurgie. Mais aussi qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui restent solides. On a une croissance qui est toujours forte, on a créé des emplois industriels alors qu'on en détruisait depuis 7 ans. On en a créé combien, Marc ? On en a créé 130 000 depuis 7 ans. Et alors même que des usines fermaient, aujourd'hui on ouvre encore plus d'usines qu'on en ferme, on crée plus d'emplois qu'on en détruit. Donc moi ce que je veux dire c'est que une politique industrielle ça doit marcher sur deux jambes. Ça doit protéger l'existant et s'attaquer aux difficultés des entreprises, et en particulier à cette question des fermetures de sites et des plans sociaux. Mais ça doit aussi créer des emplois et créer les conditions pour que les investissements, pour que les créations d'emplois de demain soient possibles. Donc moi, mon rôle de ministre de l'Industrie, c'est véritablement d'être dans ce combat. Je considère que mon ministère est un ministère de combat. Et par rapport aux fermetures de sites, notre approche, elle est toujours la même. Elle est basée sur deux principes. C'est le collectif et c'est le terrain. Le collectif parce que pour résoudre des problèmes comme ceux des fermetures de sites, quand des difficultés sont annoncées, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut mettre les créanciers, il faut mettre les actionnaires, il faut mettre les élus autour de la table. Il faut trouver des solutions de financement afin que le rebond industriel du site soit possible. Parfois c'est possible et nous avons de bons exemples ces derniers mois, ces dernières semaines, même ces derniers jours. L'entreprise NFA par exemple en Savoie dans laquelle nous avons sauvé 120 emplois, l'entreprise Ascométal dans laquelle nous avons sauvé au terme d'un redressement des centaines et des centaines d'emplois. Donc il y a aujourd'hui une volonté de se battre sur chaque dossier, pour chaque emploi, lorsque les entreprises sont en difficulté. Mais il y a aussi une volonté de construire les conditions
de la réindustrialisation durable. Ces conditions, eh bien, ça suppose d'avoir une vision d'ensemble pour notre économie, une vision d'ensemble pour les filières industrielles. Nous allons, par exemple, proposer avec le ministre de l'économie Antoine Armand un plan de soutien à l'échelle européenne pour la filière automobile, parce que apporter des réponses aux difficultés de cette filière, ça se fait aussi à l'échelle européenne. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que il n'y a aucune fatalité à voir des emplois disparaître ou à voir des sites fermés. Il y en a toujours eu dans notre histoire économique. Notre rôle, c'est qu'il y ait plus d'emplois créés à la fin que d'emplois qui disparaissent. Marc Ferracci, vous dites que vous êtes un ministre de combat, que vous battez pour la réindustrialisation de la France, mais dans le même temps, votre gouvernement, dans le projet de budget qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée et au Sénat, va alourdir fortement les impôts des entreprises, près de 8 milliards. Il va réduire les allègements de charges. Le patron du MEDEF, dans Le Parisien ce matin, parle de 8 milliards de charges en plus pour les entreprises l'année prochaine. Comment pouvez-vous dire qu'on va réindustrialiser la France alors que vous allez matraquer les entreprises avec des impôts nouveaux? D'abord, vous le savez, notre situation budgétaire, elle est compliquée, elle est difficile. On a besoin de faire un effort à hauteur de 60 milliards d'euros d'économie pour l'année 2025, d'économie ou de rentrée fiscale supplémentaire. Et évidemment, beaucoup d'acteurs sont mis à contribution, notamment les grandes entreprises, celles qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Les efforts qu'on leur demande, ce sont des efforts temporaires, ce sont des efforts provisoires, ce sont des efforts exceptionnels sur 2 ans. Provisoires, ils durent souvent longtemps. Et j'insiste sur ce point. Mais moi, en tant que ministre de l'Industrie, dans le dialogue que nous aurons de manière interministérielle dans les prochains mois, eh bien, je me battrai évidemment pour que ce principe, qui est un engagement vis-à-vis des entreprises, soit évidemment préservé. Ça, c'est le premier point. Et je pense que les entreprises le comprennent. Les entreprises, y compris les plus grandes d'entre elles. On écoute le patron du MEDEF dans Le Parisien, il comprend pas tellement. Là, il dit qu'il faut choisir entre les créations d'emplois. Et Qu'est-ce que vous lui répondez à Patrick? Moi, ce que je lui réponds, c'est que ces efforts en termes d'impôt sur les sociétés, ils sont temporaires. Ensuite, vous avez parlé des allègements de charges. Ça, c'est un sujet qui, effectivement, me préoccupe. J'ai eu l'occasion de le dire. Je pense que la raison pour laquelle nous avons, depuis 2017, créé près de 3 millions d'emplois, ça tient notamment au fait que nous avons baissé le coût du travail. Nous avons transformé les allègements de charges et nous les avons baissés sur tous les salaires et notamment sur les bas salaires, parce que c'est là que le coût du travail a des effets sur l'emploi les plus importants. La copie initiale de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisqu'il s'agit d'exonération sociale, prévoyait 4 milliards d'euros de réduction des exonérations, c'est-à-dire 4 milliards d'euros de hausse du coût du travail. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai souhaité que d'autres équilibres soient trouvés, tout en continuant à faire des économies, mais des économies ailleurs, afin de limiter ce surcoût pour les entreprises. C'est ce que nous sommes en train de réaliser. Les députés du bloc central, et en particulier du groupe Ensemble pour la République, se sont mobilisés pour faire en sorte que cette augmentation du coût du travail soit supprimée, en tout cas très largement atténuée. 2 milliards. Quand même. Donc on va réduire la hausse. Pour l'instant, les discussions ont lieu et le ministre de l'économie, Antoine Armand, et moi-même, nous sommes mobilisés pour trouver, tout en faisant les économies qu'on nous demande pour réduire nos déficits, de trouver d'autres solutions. Et je pense que nous allons y arriver. Et encore une fois, ces efforts, eh bien, ils ont vocation à ne durer qu'un temps, parce qu'à un moment ou un autre, il faut conserver ce cap. Vous savez, parlons de ces 4 milliards. Moi, je pourrais vous parler des 15 milliards de baisse des impôts de production que nous avons fait à partir de 2021 en France, et qu'aucun gouvernement n'avait fait auparavant. Donc, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont préservées. Et je dois le dire. La continuité de cette baisse, effectivement, est interrompue. J'espère qu'elle reprendra dès que la situation budgétaire le permettra. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas passer sous silence les efforts qui ont été faits. De l'offre qui était en faveur des entreprises, qui a été conduite par le président de la République depuis 2017, c'est terminé et qu'on est en train de basculer dans... Eh bien, je ne suis pas d'accord, parce que je le dis et je le redis avec la plus grande clarté, les efforts qu'on demande sont temporaires. Les acquis, comme la baisse des impôts de production, ils ne sont pas remis en question. Encore une fois, on n'est pas en train d'augmenter les impôts de production. Des acquis comme le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche qui garantit la possibilité d'embaucher des chercheurs, d'embaucher des ingénieurs, de faire de la recherche et de l'innovation dans notre pays. Ça représente presque 8 milliards d'euros aujourd'hui. Il va subir un aménagement marginal de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros, mais il est préservé. Et ça, moi, quand je vais sur le terrain, je serai demain à Toulouse pour parler d'aéronautique, eh bien, on va me parler du crédit impôt recherche. Et
moi j'aurai l'occasion de dire que ce dispositif il est préservé dans son intégrité. Justement. Et ça c'est un élément très important. La politique de l'offre, c'est toujours notre cap. Marc Ferracci, l'aéronautique, l'automobile, ce sont des joyaux industriels français. On n'est plus dans les années 70 où on a connu, on l'a vu dans les films de Sautet, de Melville, les aciéries, les fonderies, les hauts fourneaux qui étaient des bassins d'emploi où les gens n'étaient pas au chômage. Il y avait des grandes familles, tout le monde était à l'abri. On a l'impression que à la fin des années 2000, on a basculé dans le tertiaire, on a mis le secondaire et justement toutes ces industries un peu à la poubelle. Et aujourd'hui, vous parlez de réindustrialisation, vous parliez de l'automobile. Aujourd'hui, il y a 40 millions de voitures sur les routes en France. Il y a 40 milliards d'euros chaque année de taxes sur le carburant. Aujourd'hui, on nous dit la voiture, elle est électrique. Alors, question, est-ce qu'on veut s'aborder les deux? C'est-à-dire plus de voitures parce que ça pollue, parce que c'est trop gros, parce que c'est dangereux pour les cyclistes, et puis plus de machines à cash par l'État, sauf bien sûr si vous avez l'intention de taxer de la même façon le kilowattheure de l'électricité, de la même façon que vous le taxiez sur le litre de gasoil. Bon, alors il y a plusieurs questions dans votre question. Moi, ce que je veux dire sur la filière électrique, c'est que la filière automobile, elle est confrontée à deux défis. Le premier défi, on n'en a pas encore parlé, c'est le défi d'une compétition internationale qui est aujourd'hui féroce et qui est souvent déloyale, avec des industries, l'industrie chinoise, l'industrie américaine, qui sont très fortement subventionnées et qui permettent aux constructeurs de pratiquer des prix qui sont plus bas que ceux de nos constructeurs. Ça, c'est le premier point et ça appelle à une réponse européenne, je vais y revenir. Le deuxième défi, vous l'avez dit, c'est la transition de cette filière vers l'électrique. Il est prévu qu'en 2035, les véhicules vendus en France, les véhicules neufs vendus en France, soient des véhicules électriques. Dans leur intégralité. Les constructeurs s'y opposent, notamment en Allemagne. Alors, non, là, je ne vais pas être d'accord avec vous là-dessus, parce que moi, je discute avec tous les acteurs de la filière, avec les constructeurs, mais aussi avec les équipementiers. Ce cap de 2035, ils ne le remettent pas en question. Ce qu'ils remettent éventuellement en question, pour certains d'entre eux, c'est le chemin, c'est le rythme par lequel on atteint cet objectif de n'avoir que des véhicules électriques en 2035. Et nous sommes d'accord avec l'idée de prendre en compte à la fois les impacts économiques et sociaux. Vous savez que quand vous passez aux véhicules électriques, vous avez des activités d'équipementiers comme les activités de pots d'échappement. J'étais il y a quelques semaines dans un site de l'entreprise Forvia qui produit des pots d'échappement, qui est en train de faire une transition vers les réservoirs à hydrogène, par exemple. Vous avez un certain nombre d'activités comme celle-là qui vont subir évidemment des destructions d'emplois. Donc on est en transition et exactement. C'est pour ça que ça fait mal. Nous sommes en transition et c'est pour ça que ça fait mal et c'est pour ça que nous devons accompagner à la fois les salariés, mais aussi l'ensemble de la filière pour permettre cette transition. On l'accompagne. On finance dans le cadre du plan France 2030 un appel à projet pour permettre aux sous-traitants automobiles de se diversifier. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est celui de la diversification. C'est la suppression de la prime à la casse aussi ? Alors, vous savez que la prime à la casse, elle fait partie d'un ensemble de dispositifs qui soutiennent la demande de véhicules électriques. Vous avez la prime à la casse, vous avez aussi le bonus, vous avez aussi le leasing. Donc plus de prime à la casse. Sur l'ensemble de ces dispositifs, nous faisons aujourd'hui un travail de simplification, c'est-à-dire que nous gardons le bonus et le leasing et nous continuons de les financer, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. L'Allemagne a supprimé purement et simplement le bonus écologique. Nous maintenons. Jusqu'à quand vous allez maintenir le bonus ? Nous maintenons un bonus écologique et moi je souhaite qu'il soit maintenu de manière durable et pérenne jusqu'à ce que le marché de l'électrique trouve effectivement. Et vous maintenez aussi les modèles qui sont aujourd'hui construits. Et j'insiste sur un autre aspect parce que vous savez. Sur notre filière automobile, on a besoin de soutenir la demande. C'est très important parce qu'on a besoin d'opérer cette transition. Il n'y a pas que l'argent et les dépenses budgétaires. Faire en sorte que les entreprises électrifient leur flotte. Aujourd'hui, vous avez un véhicule sur deux qui est vendu en France qui est acheté par une entreprise au titre de sa flotte professionnelle. Et les entreprises achètent assez peu de véhicules électriques. Nous allons, dans le cadre du projet de loi de finances qui va être appliqué au 1er janvier, mettre des contraintes plus fortes sur les entreprises là-dessus. Et ça soutiendra la demande de véhicules électriques. On revient là-dessus juste après la pause. Marc Ferracci est avec nous. Marc Ferracci, ministre délégué à l'industrie et l'invité du Grand Rendez-vous ce matin. On parlait de voitures qui est encore et toujours le deuxième budget dans les foyers français après le logement. On fanfaronne avec de nouveaux modèles made in France, la Renault 5, autrefois voiture populaire, qui est aujourd'hui passée à 35 000 €. Les voitures électriques sont extrêmement chères. Vous parliez de cette transition écologique, énergétique nécessaire. Alors,
On arrive bien sûr sur la concurrence chinoise, et vous le disiez, Antoine Armand, le ministre de l'économie, en commission des affaires économiques du Sénat, a dit qu'on imposerait peut-être des droits douaniers de 35% contre le dumping de certains pays asiatiques. Donc ça veut dire qu'on va mettre des barrières aux pays chinois pour éviter la concurrence des voitures chinoises ? Sur ce sujet des véhicules électriques, la décision a déjà été prise. Elle a été proposée par la Commission européenne et elle a été validée par le Conseil européen. Il y aura effectivement des tarifs douaniers augmentés sur les véhicules chinois électriques. 35%. Alors, c'est une augmentation, en réalité, ça va atteindre entre 30 et 50% au total, parce qu'il y avait déjà des tarifs sur les véhicules chinois. Pourquoi ? Parce que quand la Commission a fait son enquête sur les véhicules électriques chinois, elle a constaté que l'intégralité de la chaîne de production et même de valeur était subventionnée. De l'extraction du lithium pour les batteries jusqu'au transport des véhicules par bateau, il y avait des subventions. Et donc, il y avait quelque chose de profondément inéquitable, puisque c'est facile de baisser les prix quand vous êtes subventionné. Et donc, sur ce sujet, ça vaut pour l'automobile, mais ça vaut aussi pour l'acier, ça vaut pour la chimie. Nous devons sortir en Européens d'une forme de naïveté. Et donc moi, je pense qu'au-delà de ces tarifs, il faut aller plus vite, plus fort dans les protections que nous devons à un certain nombre de filières qui sont soumises à cette compétition extrêmement forte et parfois et souvent déloyale de la part des pays asiatiques. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un changement d'époque dont nous sommes témoins en ce moment ? Depuis les années 90, c'était la mondialisation heureuse. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un retour du protectionnisme un peu partout ? Et avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, est-ce qu'on n'est pas dans un retour avec des grands blocs qui chacun décide de se protéger? Et est-ce que l'Europe n'est pas la dernière, finalement, dernier bloc civilisationnel qui croit au libre-échange à l'ancienne? Mais vous savez, le durcissement de la concurrence internationale et le durcissement de la politique commerciale américaine, elle ne date pas d'hier. Elle a été initiée déjà par Donald Trump et elle va probablement se prolonger avec son retour. La politique chinoise consiste depuis longtemps sur un certain nombre de secteurs, les batteries, l'automobile, à subventionner et ça rend la concurrence déloyale. Donc je vous réponds oui, en européen, parce que c'est évidemment à l'échelle européenne que les choses se font, nous devons réagir. Nous devons réagir à la fois sur le plan commercial et avoir des mécanismes qui, de manière beaucoup plus rapide, permettent de lutter et de mettre des barrières quand il est nécessaire. C'est le cas, par exemple, sur l'acier, sur lequel nous sommes en train de travailler. Et puis, nous devons également avoir une politique d'investissement et de soutien à nos filières. Il faut les abriter, les filières qui sont en transition. C'est la raison pour laquelle, avec Antoine Armand, nous allons faire des propositions dans les prochaines semaines pour un plan de soutien à la filière automobile européenne. Je pense qu'il faudra décliner ça pour d'autres filières qui sont soumises à la compétition internationale. Mais sur l'automobile, nous avons besoin à la fois d'investissement, nous avons besoin de soutien à la demande. Je vous entendais dire qu'effectivement, les prix sont trop élevés. C'est vrai que pour un certain nombre de modèles électriques, aujourd'hui, les prix sont trop élevés. Alors, c'est plus tout à fait 35 000 €. Je ne vais pas faire la promotion de tel ou tel constructeur, mais aujourd'hui, vous avez des modèles compte tenu du bonus que nous maintenons à 25 000 ou 20 000 €. Donc, il faut aller... Entrée de gamme quelque part. Bien sûr, il faut aller vers cet objectif de rendre les véhicules abordables pour les classes moyennes. Aujourd'hui, ils sont encore trop chers, mais pour ça, il faut, dans la période de transition, protéger nos industries et puis il faut investir. Pas simplement dans l'automobile, il faut investir de manière massive parce que, vous savez, il y a un rapport qui a été rendu par M. Mario Draghi qui montre qu'on a un décrochage de compétitivité, de productivité entre l'Europe et les États-Unis. Ce décrochage, il a besoin d'être comblé. Il va nous falloir investir massivement dans les prochaines années. Et c'est là-dessus aussi que nous allons faire des propositions. Justement, Marc Ferracci, vous parliez de décrochage, mais Donald Trump, il ne va pas seulement augmenter les droits de douane, il va aussi déréglementer massivement l'économie américaine. Il a nommé pour ça Tusk, le patron de Tesla. Non, c'est Musk. Musk, c'est le premier ministre de Tesla. Est-ce que vous pensez que la compétitivité de l'économie européenne va être encore dégradée par rapport aux États-Unis, qui pourront faire des choses que nous ne pouvons pas faire en Europe? Comment est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que nous aussi, on engage un mouvement de déréglementation? Vous avez parfaitement raison de dire que là, nous devons être dans l'action, dans l'anticipation, parce que Donald Trump n'est pas encore aux manettes, mais on voit bien ce qui se dessine en termes de déréglementation, en termes de politique commerciale. Et au niveau français, comme au niveau européen, nous devons aujourd'hui agir de manière massive. Agir de manière massive, pour vous répondre, c'est d'abord simplifier les choses. Moi, je souhaite que
dans tous les domaines de l'activité économique et nous avons un projet de loi de simplification qui revient, que nous allons enrichir avec un certain nombre de mesures qui vont toucher nos industriels et qui vont, je l'espère, simplifier la vie de nos industriels. C'est dans la semaine de l'industrie. Au niveau français, alors nous avons la semaine de l'industrie qui est plutôt consacrée à rendre l'industrie attractive vis-à-vis des jeunes et des talents. Mais ensuite, nous avons ce projet de loi de simplification qui vient. Et puis au niveau européen, là aussi, quand je vous disais qu'il nous faut un plan coordonné, concerté et puissant pour l'industrie européenne, ça touche la politique commerciale, ça touche la réglementation et même la déréglementation, c'est-à-dire la simplification, ça touche les investissements communs. Nous devons aujourd'hui... On parle depuis des années de la simplification. Oui, sauf que là, nous avons une fenêtre, parce que la Commission européenne a dit que dans les 100 premiers jours de son mandat, elle allait mettre sur la table une législation ou un projet de législation sur l'industrie propre, et ça, c'est une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre tout de suite, et c'est la raison pour laquelle nous sommes très actifs aujourd'hui sur le plan européen. Justement, sur le 2035, et je reprends cette audition d'Antoine Armand à la Commission des affaires économiques au Sénat, il disait « Est-ce que nous sommes en situation d'infliger des amendes de plusieurs milliards d'euros aux constructeurs européens parce qu'ils n'ont pas assez vite atteint leurs objectifs ?» Eh bien, vous avez mis le doigt sur ce que j'évoquais tout à l'heure. Le cap de 2035, il faut le conserver parce qu'aujourd'hui, dans la filière automobile, tout le monde veut le conserver. Il a servi à mettre tout le monde en mouvement et à créer des emplois, y compris dans l'industrie, sur le volet électrique. Moi, j'étais chez Stellantis il y a quelques semaines. Il y avait des lignes de production complètement électrifiées avec 450 emplois créés. Donc ça, il faut quand même le dire. Mais ce que dit Antoine Armand, et ce que, évidemment, je partage parce que nous sommes parfaitement alignés sur ce sujet, c'est que le chemin pour aller vers 2035, il doit tenir compte aujourd'hui de la nécessité de protéger nos industries. Si on ne fait rien, au 1er janvier 2025, les constructeurs européens, pas simplement les Français, qui ont des niveaux d'émissions moyens pour les véhicules qu'ils vendent au-delà de certains seuils, vont payer des amendes. Ou alors ils devront acheter des quotas. Oui. Ça, nous devons l'éviter. Parce que si on maintient ces amendes en 2025, sans avoir eu le temps de mettre en place ce fameux plan pour la filière que j'évoque et que j'appelle de mes voeux, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Les constructeurs vont se dire, bon, pour éviter d'être trop émetteurs de CO2, je vais limiter la production et la vente de véhicules thermiques. Et ça, ce serait évidemment catastrophique. Pourquoi ? Parce que ça aura des impacts sur l'ensemble de la chaîne de valeur et notamment, ça aura un impact sur l'emploi industriel chez les équipementiers. Donc nous sommes dans une démarche d'action et de protection et notamment pour suspendre ces amendes pour l'année 2025. Alors on a parlé de retour au protectionnisme, on a évoqué la déréglementation. Il y a un troisième terme, c'est la débureaucratisation, qui nous vient aux États-Unis. Votre collègue Guillaume Kasbarian a félicité Elon Musk en disant la débureaucratisation des États-Unis, très bien. Est-ce qu'on doit s'inspirer de ce que fera Musk aux États-Unis, en France et en Europe ? Écoutez, je ne sais pas ce que va faire Musk. Le principe, vous le savez. Le principe. Écoutez, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Ce que je veux dire, je partage avec Guillaume Kasbarian et on s'entend très très bien sur ce sujet. Le principe de la débureaucratisation, le principe de donner de la respiration à nos acteurs économiques, le principe de simplifier, le principe d'avoir moins de normes. Est-ce que je choisirais Elon Musk comme exemple ? Pour tout un tas de raisons, je dirais pas forcément. Pas forcément. Il nous reste peu de temps, Marc Ferracci. Je voudrais votre opinion sur ce qui se passe en Ukraine, qui a été à nouveau attaquée par des drones et des missiles russes ce dimanche matin. Pour la première fois, Volodymyr Zelensky parle d'une paix possible en 2025. Il l'appelle de ses voeux. Il n'accepte pour l'instant aucune concession territoriale qui a été évoquée par le côté russe. Trump et Poutine sont en contact. Est-ce que vous pensez que Trump peut convaincre les deux parties à un cessez-le-feu ? Écoutez, je pense que ce n'est pas Trump qui va faire la paix, ce sont les Russes et les Ukrainiens dans le cadre d'une négociation. Et cette négociation, elle doit se faire en préservant au maximum l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est une guerre d'agression à laquelle nous assistons depuis maintenant plus de 2 ans. C'est une guerre qui a été déclenchée par Vladimir Poutine. C'est une guerre qui, si d'aventure elle devait se prolonger, aboutirait à une remise en cause peut-être profonde de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc évidemment que moi je soutiens le principe de la paix. Toutes celles et ceux qui participeront à construire la paix, eh bien, je serai en soutien. Mais encore une fois, ça ne doit pas être une paix au rabais. Ça ne doit pas être une paix qui remet en question l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors, vous venez de dire 2 choses. Elle ne doit pas remettre en question l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et vous avez dit qu'il préserve au maximum l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce qui veut dire qu'il y aura inévitablement, si je vous comprends bien, des concessions territoriales qu'on peut souhaiter tout à fait mises. Ça n'est pas à moi de le dire. Encore une fois, je ne fais pas la négociation à la place des Ukrainiens sur ce que sont leurs buts de négociation. Ukraine et Russie aujourd'hui, ce n'est pas, encore une fois, l'Ukraine est un pays souverain.
Que dirait-on si le ministre d'un gouvernement français donnait des orientations à la négociation en disant voilà ce que l'Ukraine peut accepter ou refuser? Ce serait parfaitement inacceptable. Donc je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Fait M. Boris Johnson au début du conflit. Il est bien libre de le faire. Moi, je resterai sur ce respect de la souveraineté ukrainienne, et c'est aux Ukrainiens de dire où sont les points d'atterrissage de cette négociation si elle s'ouvre. Merci beaucoup, Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, d'avoir été l'invité d'Europe 1 et de CNews. Très bon dimanche sur nos deux antennes.